C'est incontestablement l'image forte du week-end, Jean-Louis, cet impressionnant accident de Fernando Alonso. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé et comment va le pilote, bien sûr? Eh bien déjà, Alonso, on l'a rencontré tout à l'heure avec Thibault Larue à déjeuner dans un restaurant où il y a souvent la Formule 1, c'est au bord de la plage à Melbourne, et on lui a dit qu'on était content de le serrer dans nos bras. Il s'est efforcé de parler français, nous dire que tout allait bien. Bon, il a un pansement au genou, il boite un peu, mais il sera prêt pour la prochaine course. Et contre toute attente et contre toutes les polémiques qui se sont développées, c'est Fernando qui est en grande partie responsable de cet accident, et c'est pour ça qu'il est allé d'ailleurs s'excuser auprès de Gene Haas. Vous voyez que les choses sont vraiment différentes de ce qu'on peut imaginer. Il a simplement fait une manœuvre d'intimidation vers la droite pour essayer de passer vers la gauche, et là il a légèrement touché la roue de Gutiérrez, sauf qu'on est à plus de 300 km/h à cet endroit-là, et vous savez que à pleine charge, un Boeing 747, ça décolle à 305 km/h. Donc la McLaren, elle est partie assez loin, double tonneau, et puis elle s'est écrasée à l'envers, pulvérisée sur le rail, et puis on a vu notre Fernando sortir. Et dans la salle de presse du Grand Prix de Melbourne, il y a eu une salve d'applaudissements parce qu'on craignait le pire. La polémique a enflé, l'analyse a montré que Gutiérrez n'avait pas changé de ligne et avait freiné au même endroit. Alors on dit également qu'il y a peut-être eu un problème de recharge de batterie. Vous savez que l'électronique recharge la batterie quand le système le souhaite, sur les Formule 1 modernes, on ne sait pas quel virage. Peut-être qu'il y a eu ça. En tout cas, Gutiérrez n'est pas responsable. Je peux même rajouter qu'il a fait un tweet formidable. Des courses, on en fait plein, une vie, on en a qu'une. Voilà, on est là tous les deux. Je trouve que c'est la conclusion magnifique de cette photo, de cette séquence effroyable qu'on a vécue ici à Melbourne. Voilà, les deux garçons sont impeccables. On a aussi croisé Gutiérrez qui allait jouer au tennis avec son coach. Vous voyez que donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Jean-Louis, Grand Prix d'Australie avec des Mercedes devant, des Ferrari derrière. Finalement, rien ne change, ou presque, peut-on dire? Eh bien, Géraldine, c'est le thème de mon prochain papier pour Autoplus. Rien ne change, deux Mercedes et des Ferrari, et pourtant tout a changé. Tout d'abord, les Mercedes ont pris un départ assez moyen, notamment Lewis Hamilton, mais on va y revenir. Vous savez que la règle de l'embrayage a encore changé, et cette année, il faut quand même vraiment beaucoup de feeling. Hamilton a complètement manqué son départ. Rosberg, lui, sur le côté sale de la piste, eh bien, c'est pas trop mal débrouillé. Il n'a laissé passer que les deux Ferrari. Et puis après, avec une stratégie bien rodée de la part de Mercedes, notamment avec des pneus durs. Et vous vous rappelez qu'à Barcelone, je vous l'avais signalé, les Mercedes avaient roulé avec des pneus médiums et elles avaient fait beaucoup de kilomètres avec ça. Eh bien, Rosberg a pris la tête de la course et ne l'a plus lâché. Hamilton, nous avions tous un peu peur parce qu'il est un petit peu boudeur, il n'est pas très bon perdant, et on le disait un petit peu démotivé. Il était extrêmement heureux de sa course. Il a même dit: j'ai fait une très très belle course, 6e à 2e vers la tête du Grand Prix. C'est pas si mal que ça, au contraire, et il était très heureux. Donc vous voyez que ça aussi, ça a changé. Plus de Hamilton qui boude, plus d'Hamilton en colère, ça c'était très sympa. Les Ferrari étaient bien là, Jean-Louis, avec une solide performance là aussi de Sébastien Vettel. Oui, parce que les temps autour sont très très bons, et on sait même que sur le plan strict du chronomètre, eh bien Sébastien Vettel a fait un meilleur temps autour, derrière Daniel Ricciardo, mais devant les deux Mercedes, et ça c'est pas mal. On sait également que Raikkonen a eu des soucis de moteur, ça c'est d'accord, encore qu'il dit que non, mais bon, vous savez que chez Ferrari on n'aime pas avouer qu'on casse des moteurs. Vettel, lui, il perd la course tout simplement parce que il a choisi des pneus tendres, alors que Mercedes et surtout Rosberg avaient choisi des pneus durs. Je crois que en posant la question chez Ferrari, j'ai eu une réponse un petit peu coup-ci coup-ça. Maurizio Arrivabene, le patron de la Scuderia, m'a répondu: écoute, on ne pouvait pas suivre les Mercedes en pneus durs, donc il fallait qu'on continue avec des tendres. C'est une explication, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle fait que Vettel n'a pas gagné ce Grand Prix, alors qu'il était en position de le faire. Comme un petit peu, vous vous souvenez, le Grand Prix de Hongrie, où les Ferrari avaient dépassé les Mercedes au départ, et après avaient mené la course sans coup férir. On attendait cela, ce n'est pas arrivé, et je le répète, c'est une question ou de stratégie ou d'usure de pneumatique. Pour un premier Grand Prix, Jean-Louis, Romain Grosjean dans sa Haas a plutôt impressionné, et les performances sont finalement au rendez-vous. Alors ça a été le plus beau. Après
après les applaudissements, quand on a vu Gutiérrez et Alonso sortir de leurs épaves, l'autre salve d'applaudissements à l'arrivée du Grand Prix, elle a été dans la salle de presse pour Romain Grosjean. Pour Romain Grosjean, parce que partir si loin et arriver en 6e position, avec le rythme qui était imposé, c'est absolument sensationnel. C'est bien pour Romain, parce que voilà, ça le place définitivement maintenant dans un rang où il ne figurait pas jusqu'à présent, il faut le dire. Là maintenant il fait partie des grands. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est que la Haas Ferrari marche très très fort. Vous vous souvenez, Géraldine, beaucoup de nos internautes disaient ah oui mais Romain il a fait une erreur, il aurait dû rester chez Lotus pour être chez Renault ensuite. Vous vous souvenez qu'on avait pris sa défense en disant non, il fait un très bon choix. Eh bien, il a prouvé qu'il avait fait un très bon choix. Moi, je suis content pour lui. Je suis content pour cette équipe aussi qui débute, parce que finalement, même si c'est une équipe Ferrari bis, ce qui est d'ailleurs pour moi un compliment, il fallait réunir tous les gens autour d'un projet tout nouveau, des gens qui venaient de tous les horizons, y compris du NASCAR. Hein. Il y a des mécaniciens qui venaient pour la première fois sur un Grand Prix de Formule 1. Eh bien, je trouve que c'est formidable. Est-ce que c'est formidable aussi de voir Renault comme ça à la porte des points, Jean-Louis, pour un premier retour en Grand Prix ? Alors vous savez, j'ai passé, et ce sera le sujet d'un prochain papier pour Autoplus, et j'ai passé une grande partie du Grand Prix, des essais notamment, dans le stand Renault. Et je peux vous l'affirmer, il y avait une énorme tension, énormément de tension de tous les acteurs. Jérôme Stoll, le président de Renault Sport, Cyril Abitboul, le DG, Frédéric Vasseur, le directeur de la compétition, les ingénieurs. Enfin, il y avait certes les mécaniciens et les techniciens autour de la voiture qui faisaient leur boulot comme ils le savaient le faire et comme on les a toujours connus. Mais il y avait cette énorme tension et finalement, au total, eh bien, Renault repart d'Australie rassuré. Pour au moins 2 bonnes raisons. La première, c'est que Daniel Ricciardo a montré qu'avec la Red Bull Renault, eh bien, le moteur marchait bien. Et puis, Renault a failli, était longtemps à la porte des points et a failli les marquer. Et il y avait quand même une satisfaction de voir que la voiture avait tenu, car tout ça, ça a été fait quand même un petit peu à l'hâte, vous le savez. Il a fallu, je le répète, 3 mois pour finaliser le rachat de Lotus. Cette équipe Lotus qui avait déjà 3 mois de retard parce qu'elle avait plus d'argent pour faire évoluer la voiture. Et donc tout ça réuni, mis bout à bout, fait que les patrons de Renault Sport F1 eh bien, sont rentrés vers la France rassurés et presque confiants pour l'avenir. Bien sûr, il y a énormément de travail, énormément, mais la base est saine et c'est ça qui est important. Maintenant, il faut réussir les résultats et arriver dans les points. Je rappelle, c'est les points qui rapportent le plus d'argent au championnat du monde des constructeurs et c'est important aussi pour Renault, car plus le budget sera important, plus les pilotes viendront parce que la voiture sera de mieux en mieux et de plus en plus compétitive. Du côté des pilotes Toro Rosso, on a vu beaucoup de friction, enfin en tout cas un énervement de la part de Max Verstappen, mais les résultats sont plutôt solides, donc c'est prometteur pour la suite ? Oui, c'est prometteur pour la suite, parce que les voitures, je vous le rappelle, roulent avec un moteur Ferrari 2015, et qu'il s'est avéré très solide. Bon, il y a toujours ces frictions, mais Verstappen est un peu trop impatient. Et Sainz, comme nous l'a dit un ingénieur de la FIA, Sainz, il est à peu près dans les mêmes centièmes de seconde que Verstappen, donc il n'y a pas de raison de s'énerver. Il faut quand même comprendre que ils ont appelé Sainz pour changer les pneus, et que Verstappen, lui, est rentré sans prévenir. On ne l'avait pas appelé 3 tours plus tard, et que effectivement l'équipe n'était pas prête, donc elle a perdu du temps. Ça, ce sont les faits de course, et ça arrive, et c'est arrivé, et ça arrivera encore dans l'histoire de Toro Rosso et l'histoire des autres équipes de Formule 1. Une dernière petite question, Jean-Louis, à propos des qualifications que tout le monde a trouvées ridicules. Est-ce que c'est votre avis également ? C'est-à-dire que moi, je suis plus partagé. Je pense que dans les 3 parties de la qualification, Q1 et Q2, les 2 premières parties n'étaient pas si mal que ça. Il faut quelques aménagements. C'est la 3e partie, Q3, qui a été une catastrophe, parce qu'on a vu les pilotes Ferrari, par exemple, mettre pied à terre avant même le drapeau à damier. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une symbolique dans cette image de Sébastien Vettel en jean, avant même que le drapeau à damier de Q3 s'abaisse. Je me demande si ça n'a pas été un petit peu exprès. Mais enfin, supposons que ce ne le soit pas. En tout cas, c'était un peu ridicule de voir que 9 voitures, finalement, 9 pilotes n'ont pas pu défendre leur chance parce que la sanction des 90 secondes tombait. De toute façon, on n'en parlera plus puisque les équipes ont demandé le changement et comme elles l'ont demandé à l'unanimité, c'est la règle, eh bien il y aura ce changement dès le Grand Prix de Bahreïn dans 2 semaines.